Bonjour à tous et à toutes et merci de nous suivre pour cette nouvelle émission des Contrepoints de la santé, diffusée ce 21 décembre 2020, débat enregistré dans les conditions du direct, vendredi 18 décembre 2020, avec Philippe Leduc, Renaud Degas, Françoise Millet et Nathalie Ratel. Nous vous proposons sur la chaîne YouTube des Contrepoints de la santé de nous suivre. Maintenant, nous sommes reçus plus exactement par le professeur Dominique Leguludeck. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Haute Autorité de Santé. Vous nous recevez dans les locaux de la Haute Autorité de Santé. Vous êtes présidente de cette institution depuis 2017, c'est-à-dire que nous avons la chance, madame Leguludeck, de fêter avec vous l'anniversaire de vos 3 ans à la tête de la principale agence de santé. Vous succédiez alors à Agnès Buzyn, vous êtes radiologue, biophysicienne, radiophysicienne et cardiologue. Vous avez présidé l'Institut... Vous me repréciserez les choses. Vous avez également présidé, alors ça je crois que c'est vrai, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Quelques-unes des grandes missions de la Haute Autorité de Santé sont l'accès à l'innovation, la certification des établissements de santé, la pertinence des soins, l'évaluation des produits de santé, mais vous vous intéressez également à la santé publique et à ce titre, évidemment, la crise Covid-19 que nous traversons fait partie de votre champ, vous en conviendrez, de votre champ d'investigation. Nous vous interrogerons donc aussi avec Philippe Leduc et Renaud Degas sur la crise Covid-19. Le titre de notre émission est « La Haute Autorité de Santé à l'épreuve de la crise ». Merci à nos partenaires qui nous suivent et nous soutiennent. Philippe Leduc, première question. Bonjour madame, comme toutes les institutions, comme tous les professionnels de santé, l'HAS a été mise à l'épreuve de la crise sanitaire, qui n'en finit pas de durer. Mais l'HAS a peut-être été mise à l'épreuve plus fortement que d'autres, ou peut-être plus sournoisement. Son rôle et ses missions étaient challengés par d'autres entités créées pour l'occasion, le Conseil scientifique Covid-19, le Comité Alerte, Recherche et Expertise, CARE, qui a été fermé en juillet, et tout récemment le Comité Vaccin présidé par le professeur Fischer. Quelles ont donc été, dans ce contexte, vos premières réactions au premier trimestre? On a senti un peu de flottement au départ, peut-être sur certains sujets, puis une affirmation de votre rôle sur d'autres, comme les recos professionnels, l'information sur les tests ou encore la stratégie vaccinale. Alors, comment avez-vous vécu au sein de l'HAS le tout début de cette pandémie aussi inédite que sévère? Comment vous êtes en quelque sorte réorganisé? Ouais, c'est une très bonne question, puisque vous savez, l'AHS est une institution qui a un certain nombre de missions, qui dépassent d'ailleurs la santé, le social et le médico-social, je le précise, et dans cette crise, c'est également très important, et avec des gros pans de missions, dont beaucoup nécessitent du consensus. En particulier tout ce qui est recommandation, comme vous le savez. Donc nous sommes un peu une machine à fabriquer du consensus avec une méthode et une légitimité qui vient justement de ces méthodes. Donc tout ça prend du temps. Et là, évidemment, dès le début de la crise, nous avons bien senti que dans le cadre de nos missions, et c'est important que dans une crise, chacun joue sa partition, c'est-à-dire que chacun soit dans ses missions, les remplisse, mais reste dans ses missions. Il fallait absolument que nous adaptions nos méthodes de façon à répondre très vite à cette crise dans tous les domaines, que ce soit pour l'évaluation des produits ou que ce soit pour l'aide aux professionnels. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement alors très concrètement, chaque service a revu, parce que nous avons des principes à l'HAS, et ces principes sont extrêmement importants, je crois, pour la validité de nos travaux et pour leur acceptabilité. Ces principes, c'est d'abord s'appuyer le plus possible sur la science et le consensus professionnel. Et là, la science, au début, il faut dire ce qui est, on n'en avait pas beaucoup. C'est l'indépendance. Et ça, l'indépendance, c'est par rapport, vous connaissez bien sûr, au laboratoire des pays. Et il fallait garder cette indépendance, même au moment de la crise. Mais également indépendance par rapport au pouvoir public, par rapport au lobby, etc. Donc il a fallu adapter aussi ceci. Et transparence, et ça, bon, tout ce qu'on fait, tout est public, voilà.
Madame Le Guludec, nous le comprenons bien. Effectivement, vous avez raison de rappeler Oui. le cadre de votre travail. Pour autant, quand on a une crise aussi importante, aussi violente, avec autant d'incertitudes, vous n'êtes peut-être pas dans le temps de ce que les Français... Eh bien si, les on s'est citoyens débrouillé attendent. pour l'être. Oui. Et on a rendu la plupart de nos travaux en 8, 10, 15 jours. On a adapté ces méthodes, c'est-à-dire qu'on les a adaptées et on les a publiées, hein, quand même les méthodes rapides, de façon à pouvoir répondre très vite, avec, alors parfois les DPI ont été le plus possible a priori, puis de temps en temps a posteriori, mais enfin on s'est débrouillé pour que quand il y avait des décisions à prendre, tout soit calé. Qu'est-ce que vous regrettez, madame? les gens, Ce sur quoi vous... je dirais, les équipes ont énormément bossé. Moi, je peux vous dire ici, les gens travaillent le week-end, la semaine. Je reçois les mails à 23h, 24h. Ils sont sur le pont jour et nuit. Hein. Évidemment, on ne peut pas faire ça dans la vie courante, en temps normal. Mais pour une épidémie, on arrive à faire tout ça. On a tout construit. C'est-à-dire, si vous regardez nos réponses rapides, il y a le label des organisations professionnelles, des CNP, sur toutes les productions. On n'a pas lâché ça. Est-ce que vous n'étiez pas un peu en porte-à-faux avec les autres comités, quand même, le comité Covid-19, le conseil scientifique, CARE, maintenant le vaccin, alors que vous avez le comité technique des vaccins au sein de la HAS? Les pouvoirs publics ont décidé de s'appuyer sur deux choses. Les agences institutionnelles de la République, je dirais, et puis des comités ad hoc. Plus politique, c'est ça? Plus politiques, probablement qui n'ont pas l'indépendance de la HAS pour donner des avis. Plus à la main, mais je voulais dire en fait plus à la main. Non, je dirais qu'ils ont... le cadre de nos expertises, elles sont extrêmement médico-scientifiques. Il y avait des décisions à prendre. Moi, j'aurais jamais... la HAS n'aurait pas donné un avis sur est-ce qu'il fallait tenir des élections ou pas tenir des élections. Donc, il y avait des sujets qui se sont posés, qui étaient à la limite entre la science et le politique. Et ce n'est pas notre rôle. Nous, on est là pour donner un avis scientifique le plus légitime possible. Et ensuite, c'est aux politiques de s'en saisir et d'avoir cette appréciation. Madame Le Guludec, sur la crédibilité du discours scientifique, on a vu vraiment des avis divergents, ça a perturbé l'opinion publique, ça va perturber peut-être les campagnes de vaccination. Est-ce que vous n'auriez pas pu jouer un rôle plus important, un peu leader, pour contrôler pas contrôler, mais enfin réguler cette opinion publique? Je pense que, vous savez, c'est irrégulable. Les experts sont sollicités par les journalistes, ils sont sur les plateaux de télé, ils disent ce qu'ils veulent. Donc, ça ne vous a pas choqué quand même que quelques-uns de vos confrères et consoeurs, vous êtes à la tête de cette haute autorité de santé, donc vous êtes le premier médecin, on pourrait dire, ça ne vous a pas choqué? Oui, c'est une haute autorité, vous voyez. Donc... Ça ne vous a pas choqué de voir certains médecins perdus quand même? Alors, premièrement, je dirais que le métier de journaliste et les experts se sont exprimés. À titre personnel, je peux regretter que certains collègues expriment des opinions dans une crise où il faut quand même faire très attention à ce qu'on dit à nos concitoyens pour pas pour pas donner 36 avis contraires et qu'ils y perdent leur latin, hein, vraiment. Mais par contre, en tant qu'institutionnel, on a beaucoup travaillé avec la presse. Chaque fois qu'on sort un avis, et même entre les avis, on a fait énormément de pédagogie. On a fait des séances avec les journalistes pour leur expliquer. C'était très complexe. Les tests, les PCR, les antigéniques, les salivaires, les nasomachins. Voilà. Donc on a fait énormément de pédagogie avec les journalistes. Attendez. Et je dois vous dire qu'à toutes les conférences de presse, il y avait 100 journalistes. On y participe. On est voilà. Là, on parle donc nous ne sommes pas là pour aller nous exprimer sur des plateaux télé et donner des opinions. Voilà, nous avons des choses à dire quand nous avons des avis à rendre, et dès que nous avons un avis à rendre, nous l'explicitons le mieux possible pour que tout le monde le comprenne. Voilà. Alors, sur vos priorités stratégiques, dans votre rapport d'activité de l'année passée, qui vient de paraître, vous indiquez que vous allez, j'ouvre les guillemets, réévaluer vos priorités stratégiques à l'aune d'une crise sans précédent. Alors, les missions de la HAS sont fixées par la loi, me semble-t-il. Alors, comment allez-vous vous adapter cette stratégie? Est-ce que vous allez l'amender? Est-ce que vous allez revoir la hiérarchisation des priorités, en fixer d'autres? Qu'est-ce que ça a changé dans la mission même de la HAS? Alors, je crois que nos missions fondamentales sont les mêmes. Elles se sont adaptées à des nouveaux sujets et à un nouveau rythme. Donc, on a adapté nos méthodes. Aujourd'hui, je n'en tire pas encore de leçons. Je vais vous dire, moi,
j'apprends encore tous les jours. Cette maison, elle apprend encore tous les jours. Et je pense qu'il y aura un temps pour faire le bilan. Nous sommes encore le nez dans le guidon aujourd'hui. Et donc, nous n'en sommes peut-être pas encore là. Est-ce qu'il y a des choses Par contre, sur les méthodes, oui. Alors, je ne parle pas du télétravail et de la communication, de la réunion de nos groupes d'experts à distance, etc. Sur les méthodes, on a totalement évolué. Mais même sur la dynamique de nos productions, peut-être qu'il y a des choses de crise qu'on va adapter pour hors crise, vous voyez. Plus rapide, plus réactif. Voilà, il est possible que... on n'a pas encore fait ce bilan, hein, mais il est possible et probable qu'on tire un peu de substantifique moelle de tout ça pour nous améliorer. Oui, est-ce que vous avez quand même le sentiment, mais vraiment la question n'est pas volontairement polémique, mais en réalité, est-ce que par la place que vous avez, la mission que vous avez, est-ce que vous avez le sentiment que dans cette crise, au moins dans la première période, l'État aurait pu agir différemment? En d'autres termes, quelles ont été ses forces finalement et vraiment les faiblesses que l'on peut regretter? C'est pas mon métier de regarder ce qu'a fait l'État et critiquer le... Non, c'est pas mon métier. J'ai déjà fort à faire avec le mien. Je peux vous dire que m'assurer que on fait tout ce qu'on doit faire à la HAS et qu'on le fait le mieux possible, ça me suffit pour l'instant. Alors, on va passer en revue un peu maintenant les sujets d'activité sur les tests, sur la vaccination. Et puis après, on reviendra aux grandes thématiques. D'abord, est-ce que vous êtes inquiète dans la période aujourd'hui, plutôt présente, ou plutôt un peu rassurée? Je dois dire que nous, en venant aujourd'hui vous voir, on ne sait pas si on doit être inquiet ou rassuré. Alors, je ne suis pas rassurée sur les mois qui viennent. Je pense qu'on n'est pas sorti d'affaire. Je suis optimiste sur l'efficacité du vaccin et ce n'était pas gagné. Donc je pense qu'il y a des ouvertures. Il y a des moyens de lutter contre cette crise. On voit bien que les mesures de distanciation sociale, même si elles sont très pénibles pour tout le monde, elles marchent quand même. Donc on soigne mieux les malades, les corticoïdes, les anticoagulants, une ventilation différente, etc. On prend mieux en charge les malades, donc je pense qu'on est mieux armé. Les tests, ça y est, on avance, il y a des innovations, on commence à être mieux armé, mais on n'est pas sorti d'affaire. Alors sur les tests, il y a un petit flottement. Dans vos avis sur les tests antigéniques, pour les symptomatiques ou non symptomatiques, on a l'impression que ça a évolué. Comment c'est? Est-ce que maintenant c'est clarifié l'intérêt des tests? Il n'y a pas de flottement. Nous, on avance au fur et à mesure qu'on a des données. Donc on donne un avis avec les données qu'on a, et on a un groupe d'experts, un groupe d'appui, où je mets tout le monde autour de la table, enfin virtuel, hein, y compris le conseil des représentants du conseil scientifique, et de toutes les parties prenantes. Donc on arrive à avoir ces débats. Moi, je remercie beaucoup tous mes collègues, tous les professionnels de santé et toutes les associations de patients qui nous aident incroyable en ce moment. Est-ce qu'on leur envoie des documents le vendredi, on leur demande la réponse pour le lundi? Enfin, je veux dire, les réunions, on les prévient l'avant-veille et ça dure jusqu'à pas d'heure. Honnêtement, tout le monde contribue énormément. Donc les tests, maintenant, c'est clair. Et est-ce que vous dites donc, j'y viens. Oui. Donc, on avance. C'est pas que c'est flou, c'est qu'on n'a pas les données. Aujourd'hui, par exemple, on commence à avoir des données sur les salivaires, sur les asymptomatiques. On les a pas, on peut pas les inventer. Alors, dans ces cas-là, il y a deux façons de faire. Il y a de dire, on y va et on fait sans savoir, ou on dit, on prend un petit peu de temps et on avance pas à pas. Je pense que notre démarche, qui est plutôt celle-là, le plus vite possible, parce qu'on a une veille, hein, surtout sur les médicaments, sur les tests, on a une veille permanente. Et dès qu'on voit qu'il y a du... Et puis par ailleurs, on va chercher les infos proactivement. Beaucoup à l'étranger, on a le Guludex. Ça, c'est une... Je me suis posé cette question. Est-ce que vous vous inspirez beaucoup des relations que vous avez établies? On a beaucoup de contacts avec l'Europe, beaucoup, parce que dans le cadre du groupe ENETA, vous savez, de collaboration sur l'évaluation des produits, finalement, on a un groupe bien constitué, et donc du coup il y a eu énormément d'échanges. Des habitudes de travail en commun. Voilà, on a beaucoup... Voilà. Et puis évidemment, pour celles et ceux qui nous suivent et qui sont moins spécialistes, également éplucher la littérature. Mais on fait que ça, et on actualise tout le temps. Et dès qu'on a... et puis on va chercher les infos chez les industriels, on leur demande, on anticipe, on a fait des forfaits innovation, on en fera d'autres, pour les aider à développer leurs produits quand ils sont prometteurs, plus vite, plus rapidement. Alors, il y a un gros enjeu sur les tests, pour continuer sur ce thème-là. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit qu'il ne faut pas que ce soit un totem d'immunité.
Aujourd'hui, quel est le degré de connaissance par rapport à cette période de Noël et du 31 décembre, qui est une période à risque? Qu'est-ce que vous conseillez à la HAS vis-à-vis de l'utilisation des tests? Alors écoutez, chez les patients symptomatiques, les tests marchent bien. Et les antigéniques, les PCR marchent très bien. C'est un patient sur deux, on va dire. Un infecté sur deux. Et les antigéniques marchent très bien. Chez les cas contacts, on a ouvert récemment parce qu'on a eu des données nous montrant que c'était acceptable. Un petit peu moins bien, mais c'est acceptable. Donc on a ouvert dès qu'on a eu des données. Chez les asymptomatiques, aujourd'hui, les données qu'on a sont pas très bonnes. Donc on en attend d'autres. On essaie de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des améliorations constantes. Hein. Les industriels, les académiques, tout le monde bosse beaucoup. Et donc, dès qu'on aura des données favorables, on sortit. Quand on est asymptomatique, la sensibilité d'un test antigénique n'est pas très bonne, autour d'un 50%. C'est un vrai sujet, ça, quand même. C'est un vrai sujet, on va dire. Donc, ça fait. Quand c'est pour des dépistages ciblés. Quand c'est pour des dépistages ciblés, tous les patients positifs, c'est toujours ça de gagner, je dirais. Vous ne l'auriez pas fait autrement, de toute façon. Mais par contre, quand c'est pour aller voir votre grand-mère, ce n'est pas suffisant. Donc, très bien, ça vous permet, s'il est positif, de ne pas y aller. Mais s'il est négatif, vous ne pouvez pas abandonner les mesures barrières. Donc, ça ne doit pas être un totem de l'immunité. Non. Donc, il faut passer par le PCR, c'est ça? Non, mais même à la limite, le PCR fait 3 jours avant, il peut être négatif 3 jours avant et 3 jours après. C'est cette maladie, c'est pour ça qu'elle est pernicieuse. Hein. C'est parce que... Alors, ce que l'on nous dit aussi, il y a le test, mais après, il y a le suivi du test. C'est-à-dire une fois que c'est positif. Et ça, vous donnez également des indications vous-même? Alors, ça n'a pas été on n'a pas été missionné ou tellement sur ce rôle-là, sauf qu'on a quand même, pour les professionnels, donné en particulier pour les généralistes, toute la conduite à tenir vis-à-vis, parce qu'eux sont sollicités par leurs patients en permanence. Ils demandent des recommandations. Ils les demandent, ils nous aident à les faire. Hein. C'est plus que de demander, on les co-construit, ces recommandations, on les fait ensemble. Alors, sur la stratégie vaccinale, en revanche, vous avez fait des recommandations qui ont été suivies. Alors, sans coup faire rire, ça a été repris tel quel, j'ai l'impression. Donc, vous avez vraiment été écouté, vous avez apporté une contribution forte. Oui. Parce qu'on a une logique imparable et transparente. Oui. On a eu un fil conducteur. Et on n'en démord pas d'ailleurs de ce fil conducteur. Et on l'a expliqué, ce fil conducteur. Et du coup, je crois que si ça a été accepté, c'est parce que les gens ont compris. Ils ont compris quel était l'enjeu, quel était le fil conducteur et la logique de la déduction. Par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas du tout si les vaccins empêchent d'être porteurs du virus et de transmettre. On sait juste qu'il l'empêche d'être symptomatique et de faire des formes graves. On saura quand ça? Parce qu'en effet, c'est une question très importante, qu'on peut être contagieux ou pas si on est vacciné. Alors, déjà, il faut se laisser le temps. Hein. Il faut que les gens rencontrent le virus. On ne sait pas. Écoutez, je pense qu'il nous faudra encore 3 mois pour le savoir. Hein. Je pense qu'au moins... Et puis, certains vaccins, peut-être, n'éviteront pas d'être porteurs et d'autres, oui. Sur la course au vaccin, on a vu que les Anglais étaient... les Britanniques un peu en avance, mais finalement, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que ce serait en janvier, puis là on apprend que peut-être ce sera à la fin de l'année. Bon, il y a un peu une courbe de vitesse. Oui, parce que l'EMA a avancé un petit peu son évaluation. Vous savez, on est très dépendant. Vous avez dit que très très rapidement vous donneriez votre 24 à 48 heures derrière. Justement, l'EMA, l'Agence européenne du médicament, doit donner son avis le 21 décembre, et on attend... 21 ou 22, ils ont dit. 21 ou 22, bon, on verra. Donc on ne va pas passer un bon Noël, nous. On attend un avis de l'HAS et l'Agence du médicament. L'Agence du médicament, c'est technique, savoir si les produits ne sont pas mal préparés. Quel est l'avis qu'on attend de l'HAS après l'avis de l'Agence européenne? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ce qu'on a fait, nous, c'est des indications, une priorisation, une stratégie vaccinale en anticipation, sans avoir, quand on l'a construite, les données spécifiques au vaccin. On ne savait pas et on est en train de le dépouiller, hein, les indications, les contre-indications, l'efficacité dans les différents groupes, etc. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ce qu'il faut faire, c'est vérifier, pour le premier vaccin en tout cas, que ça colle avec les préconisations qu'on a fait. Puis après, quand il y aura... Excusez-moi, mais là vous parlez, on cite les noms, vous parlez de celui de Pfizer. Voilà. Que les gens comprennent. Voilà, comme il y en a qu'un... Et BioNTech. Comme il y en a qu'un, c'est relativement simple. Relativement simple, c'est beaucoup de boulot, parce qu'il faut éplucher totalement le dossier. D'autant que quand même, excuse-moi, je vous coupe, d'autant que la technologie, je ne suis pas spécialiste, mais la technologie est tout à fait nouvelle.
La utilisez. technologie, alors elle est nouvelle, on connaît des médicaments qui reposent sur cette technologie. On a des patients, des groupes de patients qui ont des médicaments, par exemple les amyloses, utilisent des siRNA. Enfin, il y a déjà des groupes de patients qui bénéficient, avec une très bonne tolérance d'ailleurs, de ces médicaments. Donc, Alors, quel avis vous allez donner, vous, HAS? Juste, je réponds à la question. Et combien de Quel temps ça va va être prendre? donc, Oui. on va vérifier que ça colle. Ensuite, chaque fois qu'il y a un vaccin nouveau, un autre, on va voir quel est son positionnement dans les populations cibles par rapport à ses qualités intrinsèques. Et puis, il se dessinera petit à petit, de façon évolutive, une stratégie vaccinale. Est-ce que tel vaccin est meilleur pour telle population? Est-ce que celui-là qui empêche la transmission, il sera plutôt réservé aux soignants ou aux valeyards? Enfin voilà. Donc ça, c'est une stratégie qui va se construire au fil de l'eau à chaque fois qu'un vaccin va Oui, mais apparaître. attendez, le 21 décembre ou 22, il y a l'avis de l'Agence européenne du médicament. Vous allez donner cet avis selon les critères que vous avez donnés. Ça va prendre combien de temps? Alors, dans les 24 à 48 heures, puisque le laboratoire a bien voulu nous donner le dossier en anticipation, voilà, et que là, on travaille dessus de façon à être prêt. Par contre, on a encore besoin de quelques spécifications que vont donner l'EMA, quelle va être la teneur exacte de l'autorisation AMM, pour pouvoir compléter, nous aussi, Et notre... avec le second qui arrive, Moderna, alors là, les choses vont se passer comment? Eh bien pareil, mais on verra, parce qu'il y a aussi les conditions techniques de conservation, etc. Il y a des aspects opérationnels également qui peuvent guider la priorisation. Donc on verra si les données sont les mêmes, si les résultats sont les mêmes dans les différents groupes de population, et à qui il vaut mieux le prioriser. Il peut y avoir, madame, des différences d'interprétation entre les pays, entre les grandes agences. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la question est un peu naïve, mais qu'est-ce qu'on fait si les Américains ne pensent pas pareil que les Européens, par exemple? Alors ça, il faut demander à l'EMA, puisque c'est son rôle. Mais l'EMA, c'est une des meilleures agences du médicament au monde. Ils sont stricts. Et ils n'ont rien voulu lâcher. Et c'est pour ça qu'ils ont peut-être mis 10 ou 15 jours de plus. Mais je crois que c'est important aussi pour les Français, pour leur donner confiance. Ils n'ont rien lâché sur leurs exigences. Alors justement, les Français et la confiance, l'adhésion des Français à la vaccination, c'est évidemment le plus important. Maintenant, il faut à peu près, disait Arnaud Fontanet, 50% de la population immunisée, soit par le virus, soit par le vaccin, pour que le virus soit stoppé. Donc il y a un intérêt individuel pour chacun et collectif. C'est une notion qui a du mal à passer. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, moi je crois que la confiance vaccinale, elle se construit. Elle se construit dans la communication, dans la transparence, et petit à petit, quand les gens verront que ça se passe bien. C'est-à-dire, d'abord, il faut bien expliquer, quand je disais qu'il fallait que tout le monde comprenne quelle est la logique de priorisation, sur quels arguments, par exemple, là on sait que ça ne protège que des formes sévères, que des formes symptomatiques et sévères, et donc forcément on a basé notre priorisation sur le risque individuel. Ce risque individuel, il est basé sur quoi? Les caractéristiques du patient, et surtout son âge et ses comorbidités, et son mode de vie, l'exposition de vie ou de travail, d'hébergement, etc. Ceux qui avaient les deux, ils étaient prioritaires, c'est pour ça que les EHPAD. Ce qui veut dire les EHPAD et les soignants rapidement après? Alors, les soignants à risque dans les EHPAD, parce que c'est ceux qui cumulaient à la fois des risques personnels et à la fois une exposition supérieure, comme dans des EHPAD, par Beaucoup de exemple. professionnels de santé nous regardent. Eux, ça viendra quand? Alors ensuite, dans la phase 2, ce sont les professionnels de santé qui ont des risques, qui sont hors des EHPAD, alors on a baissé un petit peu l'âge parce que finalement la courbe commence à monter vers 50 ans, et qui ont des comorbidités. Il y a plein de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes, de personnel qui a des comorbidités, donc on va les vacciner en premier. Et puis ensuite, dans la phase 3, tous les autres. Quand on met des règles comme ça, il n'y a pas des passe-droits, des gens qui vont essayer d'avoir plus rapidement que d'autres. Enfin, créer toujours des phénomènes Alors, nous ne sommes pas responsables du côté opérationnel de la campagne, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'hier, nous avons sorti un avis pour élargir un petit peu. C'est-à-dire que donner aux médecins la compétence pour pouvoir, s'ils repèrent des groupes à très haut risque, les vacciner
Parce que nous n'avons donné des priorisations qu'à grosse maille, qu'on va affiner petit à petit. Mais on nous a signalé des patients qui ont des déficits en interférons, des sous-populations très fragiles. Eh bien, ce que nous avons dit dans notre avis, c'est qu'il faut donner à ces médecins la possibilité de vacciner. On a demandé une prescription obligatoire par le médecin, et il faut leur donner la liberté, s'ils repèrent ces cas particuliers, de les vacciner d'emblée. Oui, alors justement, sur l'adhésion, il y a une chose qui est très importante. Il faut convaincre les Français, il faut convaincre aussi les professionnels de santé. Bien sûr. Les professionnels de santé qui appartiennent à la FEAP, c'est-à-dire les hôpitaux, les établissements, les EHPAD à but non lucratif, sont 20%, je crois, à dire qu'ils vont se vacciner. C'est très peu. Est-ce que vous êtes inquiète sur l'adhésion des professionnels de santé à la vaccination? Ils ont un rôle d'exemple, moteur, etc. Bien Comment sûr. vous réagissez à cette inquiétude des professionnels de santé aussi? C'est un constat qu'en France, on a un scepticisme vaccinal plus important qu'ailleurs. C'est une réalité. Il faut faire avec. Je pense qu'il faut vraiment, et là, Alain Fischer a toute sa place et son conseil vaccinal de communication, de transmettre toutes ces données qui sont quand même complexes. Et donc, quand les gens comprendront que c'est basé sur leur bénéfice-risque, et que ceux qu'on vaccine, là, c'est ceux qui ont vraiment le bénéfice à le faire, et le plus haut bénéfice à le faire. Et puis après, les mois vont passer, les gens verront que ça se passe bien, et les autres vont adhérer. Parce que tout le monde en a marre aussi de vivre comme on vit. Exactement. Voilà, donc finalement, il y a un moment où ça va être très pesant. Il faut qu'on Absolument, avance. madame, simplement. Oui. Dernière question avant de passer la question. Parce qu'on a fait un sondage Odile BVA Peixoto de BVA. sur l'HAS et qui est très très intéressant, vous verrez. Mais combien on attend à peu près, à votre avis, de vaccins? Combien on aura de J'ai oublié vaccins les millions de doses, Pierre. Non, je ne disais pas ça. 6 millions de doses. Je disais, non, en fait, ma question, combien aura-t-on de vaccins différents dans l'année? Quand on regarde le nombre d'essais cliniques, c'est très difficile à dire parce que vous savez, on voit bien qu'il y en a qui sont proches d'arriver. Il y en a quand même beaucoup en essais cliniques de phase 3 déjà, hein, mais il y en a qui sont retardés un peu. Et au cours du développement de la phase 3, qu'on appelle, on voit bien que de temps en temps, il faut retourner en arrière et revenir. Donc c'est là où il y a un pari, c'est-à-dire ces phases. Vous avez vu qu'on a eu la prudence de ne pas mettre un premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, parce qu'en fait, on a une incertitude qui est liée à... les labos vont très très vite aujourd'hui pour déblayer ça. Les essais cliniques vont très vite. C'est une sacrée surprise qu'il y ait un vaccin déjà aujourd'hui. Voilà, c'est une excellente surprise. Mais bon, il peut sur le chemin avoir encore des soucis à régler et que éventuellement la sortie soit retardée. Voilà. Alors comme pour chaque émission, chaque débat des contre-points de la santé, on fait un sondage avec BVA et on l'a fait sur la chaise, sur l'émission, sur l'image. Et on va écouter Odile Peixoto de BVA sur les résultats de ce sondage. Bonjour à tous. Donc pour clôturer cette année, le dernier sondage 2020 des contrepoints de la santé consacré à la HAS. Pour cette fois-ci, on a même un échantillon de 2000 Français représentatifs selon les méthodes des Kotak interrogés du 14 au 16 décembre. Première question posée concernant la Haute Autorité de Santé, c'était tout simplement de savoir quelle était la proportion de Français qui connaissaient la Haute Autorité de Santé, la HAS, ne serait-ce que de nom. Et on a été surpris du pourcentage élevé, 69% des Français qui déclaraient donc connaître la HAS au moins de nom. Un petit peu plus les hommes, un petit peu plus les gens âgés de 50 ans et plus, un petit peu plus les cadres, un petit peu plus en Île-de-France. Mais donc, 7 Français sur 10 qui déclaraient connaître la HAS. Deuxième question, on voulait connaître aux yeux de l'opinion les missions prioritaires aux yeux des Français de la Haute Autorité de Santé. Donc 6 missions étaient proposées. Premier résultat, il n'y a aucune mission qui est désavouée, c'est-à-dire que le plus petit score, c'est finalement mesurer et rendre publique la satisfaction des Français sur leur séjour à l'hôpital, mais ça recueille quand même 21% des suffrages, donc c'est au 6e rang. Lutter contre les gaspillages, 25%. Informer les Français sur la qualité des soins des hôpitaux, 27%. Et le trio de tête revient aux 3 missions dont on peut effectivement s'accorder et dire qu'elles sont au cœur de l'action de la HAS. La première mission, c'est le contrôle de la qualité, tant en médecine de ville qu'à l'hôpital, avec 48% de Français qui pensent que c'est une priorité. Innover dans le domaine des parcours de soins et des thérapies,
des patients, deuxième priorité, 42%, et s'assurer du juste coût des soins, troisième priorité, 37%. Et on s'aperçoit finalement que cette hiérarchie ne bouge pas selon que les Français connaissent ou ne connaissent pas la HAS. Donc on voit que derrière cette appellation, finalement, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas, Haute Autorité de Santé, les 6 missions sont tout à fait légitimes. Et effectivement, la qualité des soins, l'innovation dans le parcours et le juste coût des soins apparaissent de manière tout à fait prioritaire au centre des préoccupations des Français. Et pour clôturer donc ce sondage, on va clôturer l'année 2020. Vous savez que depuis le début, depuis 2017, on pose une question sur la perception des Français de l'action du gouvernement en matière de santé. Et nous avons finalement, nous clôturons cette année, on va dire, apocalyptique, un petit peu difficile, notamment sur le plan sanitaire, par plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on a 41% des Français qui jugent que l'action du gouvernement va plutôt dans le bon sens, ce qui est une progression de 10 points par rapport à février 2020. Donc, on a quand même une progression dans un contexte tout à fait chaotique et difficile. Votre réaction, Madame Le Guludec, plutôt satisfaisante. En écoutant Odile Peixoto, je me disais, c'est vrai que le terme, votre sigle, Haute Autorité de Santé, finalement, pour les Français, c'est probablement une idée de se dire que cette institution va leur apporter peut-être plus de sécurité, ou en tout cas... Mais je crois que les Français savent qu'on a des très belles institutions en France et qu'avoir des autorités de santé indépendantes, et ce terme est important, indépendante du gouvernement, indépendante des industriels, des lobbies professionnels, eh bien, je pense que ils savent que c'est une garantie pour eux. C'est le Parlement qui a créé la Haute Autorité de Santé, hein, et je crois que ça répond à de très belles missions, je dois vous dire, hein, et que les Français perçoivent l'importance de cette mission. Alors, l'engagement des usagers, c'est une de vos priorités affichées que vous défendez. Et c'est difficile, parce que l'on voit bien, ils attendent de la Haute Autorité de Santé de la qualité, de la pertinence, etc. Et pas forcément des informations qu'on les fasse participer dans l'opinion publique générale. Alors, vous avez différents outils pour mobiliser les usagers du système de santé. Il y a Scope Santé, je suis allé voir, il est beaucoup mieux, mais c'est encore un peu général. Est-ce que c'est suffisant? Comment vous abordez ce problème de l'engagement des usagers qui est fondamental pour la santé publique? Alors, c'est un vrai challenge et on y travaille énormément parce que moi, je suis intimement persuadée que l'engagement des usagers d'un système, c'est aussi vrai dans le système social et médico-social, hein, est extrêmement responsabilisant pour tout le monde. Pour les gouvernants, pour les professionnels, pour les usagers eux-mêmes, pour adhérer à leurs soins, etc. Donc ce n'est pas un gadget démagogique pour moi. C'est vraiment une composante très importante de l'amélioration des soins. Mais vous dites que le débat doit être avec le public, mais le débat ne doit pas être public. Vous voulez pas, oui, dans un rapport stratégique ou dans un de vos rapports, vous dites ça. C'est-à-dire que vous ne voulez pas trop apparaître vis-à-vis de l'opinion publique, faire des débats généraux, mais vous associez le public à vos décisions. Ah, on associe toutes les commissions de la HAS déjà, y compris sur l'évaluation des médicaments, hein, des commissions très spécialisées, la commission de vaccination, l'évaluation des dispositifs. Il y a des patients partout maintenant. Il y a des patients partout. Et on a créé, il y a peu de temps, après mon arrivée, nous avons créé un conseil des usagers qui est là justement qui est composé à moitié de personnes du monde de la santé et à moitié d'usagers, de santé sociale et médico-sociale, parce que vraiment c'est important, hein, et le lien est important, et qui sont là pour justement nous faire avancer sur comment mieux intégrer cette composante usagée, cette expérience des patients, les besoins, l'appréciation des patients. Madame Le Guludec, je suis en train de me demander s'il n'y a pas un glissement, c'est-à-dire qu'en fait, les patients, bien entendu, ça fait quelques années,
peut-être 2004, avec la loi Kouchner, on se dit les patients c'est important. Vous parlez des usagers, et je me demande si finalement avec cette crise, c'est pas les citoyens eux-mêmes qui... c'est plus large, vous voyez, comme... Oui, comme, tout à fait. Je dirais que aujourd'hui, tout le monde est concerné, donc c'est tous les citoyens. Mais je dirais que cette participation, encore une fois, ça n'ôte pas le rôle des professionnels et des experts. On ne demande pas à un patient de connaître des données médicales comme un expert, mais d'apporter son expérience, son vécu d'une maladie, son vécu du système de soins, ses ruptures dans le parcours. C'est extrêmement riche pour améliorer la qualité des soins. Je crois parce que à l'occasion de cette crise sanitaire, de la Covid, on voit bien que effectivement tout le monde se sent concerné. Oui. Les usagers du système de santé, c'est très différent par exemple de ce que l'on a connu avec le HIV, où effectivement ceux qui se sont beaucoup engagés, c'était les populations supposées à risque, ou les malades eux-mêmes, ou leurs familles et les aidants. Là, c'est vraiment une crise citoyenne. Enfin, tous les citoyens. Tout à fait. Mais déjà avant, vous savez, il y a des usagers qui participent aux instances de nos hôpitaux. Hein. Il y a déjà des choses qui se passent. Mais je pense qu'on peut aller nettement plus loin. Et les Canadiens, par exemple, vont beaucoup plus loin que nous. Et c'est un facteur de progrès. Et simplement le fait que l'on remette en cause également l'expertise, ça doit quand même, j'allais dire, vous interroger, comme on dit. Oui, bien sûr que ça m'interroge et je trouve ça... Je crois qu'il faut laisser à chacun sa place. Je pense que l'expertise scientifique, elle a un rôle extrêmement... Dans des crises comme ça, on voit bien à quel point elle est cruciale. Mais elle ne fait pas tout non plus. Il y a après la traduction politique, sociétale de ces expertises scientifiques. Et encore une fois, je pense qu'il faut que chacun soit dans son rôle. Alors, la certification des établissements, Pascal, une question. Oui, voilà, Philippe, je rappelle. Nouvelle méthode de certification Moi, je vais poser la question pour toi. Certification des établissements. Bon, Philippe a une conception de la liberté d'expression. Vous regardiez un peu les procédures, c'était assez décrié. Il y a une nouvelle méthode. Est-ce que vraiment, ça va être plus efficace ? Alors écoutez, en tout cas, c'est beaucoup plus simple. C'est déjà ça. Et à mon avis, ça implique beaucoup plus les équipes soignantes. C'est-à-dire que, vous savez, cette certification, elle a mûri en 20 ans. Et il a fallu d'abord mettre les établissements à niveau sur les processus, sur les procédures, sur voilà. Et puis, une fois que c'était fait, à peu près, parce qu'il y en a encore quelques-uns, mais voilà, une fois que c'était fait, on peut aller plus loin. Et là, il faut qu'on se centre beaucoup plus sur les pratiques et sur les soignants. Et les résultats ? Et les résultats, bien entendu, et l'avis des usagers et des patients qui également. Continuent à lire quand même Le Point, ou confrère Le Point, peut-être plus encore que... Mais ils peuvent lire les deux. Moi, on ne demande pas d'exclusive. Nous, on a un rôle, on donne une appréciation, encore une fois, en toute indépendance, avec des méthodes validées internationalement, et qui donnent aux patients une idée. Et surtout, ce qu'on veut, c'est que les équipes s'en servent. Moi, j'ai quand même travaillé 30 ans dans les établissements de santé. Il faut qu'on soit le plus intégré possible au processus qualité. On rejoint les établissements de santé, que ce soit privés ou publics, et l'adhésion des usagers, des citoyens. Sur Scope Santé, qui reprend les données de la certification des établissements, c'est un site internet pour le grand public. Bon, par hôpitaux, il y a des couleurs. Puis il y a des couleurs qui ne sont pas très bonnes pour certains. La lettre de liaison, par exemple, il y en a, ils font ça 1 sur 2. Qu'est-ce que ça change ? C'est un fichier, on a l'impression que ça change rien. Écoutez, plus ça va, plus ça change pour les hôpitaux. Oui, parce vraiment. Que déjà, il y a tout un... Après, il y a des incitatifs. D'abord, il faut savoir ce qui se passe. Et sur quel point les gens sont bons, sur quel point les établissements sont moins bons, etc. Pour déjà leur donner un bilan, qu'ils puissent faire leur bilan. Ensuite, il faut les inciter à aller mieux. Et là, il y a déjà une politique locale, une volonté locale d'amélioration. Et puis, il y a des incitatifs. Et moi, je crois que dans les incitatifs, il y a les incitatifs financiers. Et vous avez vu que le financement à la qualité prend une part de plus en plus importante. Et puis, il y a l'incitatif de la réputation. Et c'est pour ça qu'on veut que ce soit le plus public possible, le plus connu possible, parce que les établissements, ils ont envie d'être... Donc, vous pensez que ça progresse quand même sur la qualité, sur... Oui, indéniablement.
moment. Et quand je vois l'adhésion, vous savez, on a fait des webinaires, on n'a pas voulu embêter les professionnels actuellement en pleine crise. Donc vous avez vu qu'on y va très doucement, on commencera par des volontaires, etc. C'était pas le bon moment. Mais par contre, on a voulu donner les outils en disant, bah, écoutez, ceux qui les veulent, ceux qui veulent se les approprier, les voilà. Les webinaires, il y a eu 3800 personnes et des professionnels de santé à celui qui était dédié aux professionnels de santé. Et encore, il y avait des salles où il y avait une personne branchée, mais il y avait la salle pleine. Enfin, on a vu l'appétence des professionnels de santé pour ces questions de qualité. Hein. Et pour prolonger, oui, je ne poserai pas les questions sur l'efficience. Non, sur la pertinence. Justement, on est dans le sujet avec la pertinence. Le ministre de la Santé a annoncé vendredi 18 décembre, dans le cadre du Ségur de la Santé, que l'impact financier sur la pertinence allait être renforcé. C'est-à-dire que ça ne sera plus 3 ans pour se mettre en ordre, mais 1 an. Donc la pertinence, c'est un grand sujet de la HAS, c'est un grand sujet aussi qui tenait beaucoup à cœur à Agnès Buzyn. On a l'impression franchement que ça traîne. Alors que c'est fondamental, parce que ça permettrait d'éviter des gaspillages, des accidents, des choses comme ça. Alors est-ce que maintenant, bon alors évidemment pendant la crise du Covid c'est difficile à prendre en main, mais est-ce que c'est quelque chose que vous allez un peu accélérer dans l'intérêt de tout le monde, des professionnels comme des patients? D'abord, c'est une volonté ministérielle. Hein. Nous, on développe des outils, on donne des résultats, voilà, mais c'est une volonté ministérielle. Ça veut dire quoi, ça, que c'est pas la vôtre? Si, c'est notre volonté, c'est notre mission. D'accord. mais il faut que ce soit une priorité du ministère. Et donc là, en ce moment, qu'est-ce que vous voulez, ils ont quelques autres priorités. Donc, mais néanmoins, nous continuons à travailler les sujets de fond, parce que tout le monde sait que les sujets de fond nous rattraperont après la crise, hein, et que la qualité, ça reste vrai pendant la crise également. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler ces sujets, porter la qualité, porter la pertinence, et puis dès que la situation sera un peu meilleure, construire des incitatifs. On a un peu l'impression effectivement que les questions financières, d'économie, de lutte contre le gaspillage passent un peu au second plan en ce moment, non? Oui, ça ne doit pas être simple de parler d'efficience. Je ne pense pas que c'est la priorité. Je pense que les professionnels de santé ou même les usagers, ils ne comprendraient pas qu'on en fasse une priorité. Je reviens sur les recommandations. C'est un peu lié à ce qu'on se disait précédemment. Les recommandations que vous faites, elles sont différentes, peut-être plus courtes. On vous avait reproché de faire des recommandations trop longues, pas toujours lisibles par les médecins traitants notamment, ou les pharmaciens, etc. Quel est le résultat? Est-ce que ça fonctionne? Et ces recommandations, pour aller un peu dans le sens de Philippe, elles restent aussi incitatives. On peut pas quand même... Il me semble que l'on pourrait quand même, parfois, plus qu'inciter les professionnels de santé à appliquer une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Vous voyez, je suis plus autoritaire que vous. Voilà, vous êtes plus autoritaire que moi. Je crois que la médecine, c'est un art difficile et fait de beaucoup d'exceptions. Donc l'important quand un médecin pratique un soin, c'est soit il se conforme à des recommandations qui sont basées sur la science, hein, sur l'evidence-based medicine et sur l'expérience des professionnels et des usagers, et soit il a des bonnes raisons de ne pas le faire. Donc il a des guidelines, mais il arrive de façon très justifiée que le patient ne colle pas avec ces guidelines. Donc on ne peut pas en faire quelque chose d'opposable. En médecine, on ne peut pas rendre des recommandations opposables. On dit que vous avez du mal à recruter des experts, c'est vrai? C'est toujours vrai? Alors, des professionnels de santé, on en manque, ils n'ont pas beaucoup de temps, on ne les paye pas tant que ça, hein, donc je remercie beaucoup ceux qui donnent leur temps pour nous. Donc vous avez du mal à en trouver, pour un peu, beaucoup. On sollicite beaucoup les CNP, parce que vous voyez qu'il y a des professionnels de santé, alors je ne parle pas des commissions spécialisées où il n'y a pas de problème, mais dans tous les groupes de travail, par exemple, il y a des fois des groupes de travail où on a du mal à mobiliser des médecins libéraux, alors qu'on voit bien qu'ils ont un rôle crucial. Hein. Et donc, oui, on est demandeur que les médecins participent plus, y compris les libéraux, à des problèmes qui sont des problèmes de santé publique. Hein. Pour conclure sur les recommandations, votre dernière recommandation, c'est cervicalgie, douleur au cou, ne pas recourir de façon systématique à l'imagerie. C'est pas très incitatif. Eh bien, c'est de la pertinence. Voilà. Oui, mais
qu'est-ce qui va motiver les professionnels à vraiment, c'est plus facile, ça rassure, s'il y a un problème médico-légal. Non, justement, on explicite bien dans quel cas il peut y en avoir, dans quel cas il n'y en a pas. C'est une recommandation qui est assez simple pour les médecins. Il y a des cas particuliers où il faut absolument faire une imagerie, etc. Donc c'est de la pertinence, c'est typiquement de la pertinence. Vous êtes engagé là-dessus, parce que alors, vous m'avez dit tout à l'heure, la spécialiste de l'imagerie que vous avez dû... Je ne suis pas radiologue, je suis médecin nucléaire, c'est pour ça que je vous ai repris. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est de l'imagerie aussi. Il y a une recommandation qui a été très, très discutée, décriée un peu, qui était attendue pourtant par les médecins généralistes, c'est l'oxygénothérapie de patients Covid à domicile. Les sociétés savantes se sont élevées contre. Comment vous naviguez entre le besoin du praticien de terrain, la société savante qui défend peut-être son précaré ou une certaine vision? Comment vous naviguez entre ça? Eh bien, la fabrique du consensus, c'est pas simple. Et c'est d'autant moins simple quand il faut sortir vite. Parce qu'en temps normal, on prend le temps. Vous voyez, Lyme, on n'a pas trouvé de consensus. Et le groupe de travail s'est réuni. Covid long, ça va peut-être faire changer un petit peu les esprits. Voilà, la recherche de consensus, ça prend du temps en temps normal. Et là, il faut faire vite. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple. Est-ce que vous allez la revoir, cette recommandation? Non, je pense qu'elle est adaptée. Il faut s'approprier, quoi. Il faut chacun l'utiliser. Exactement. Puis, les médecins généralistes qui se lancent là-dedans, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Il faut leur faire confiance. Ceux qui savent faire, dès la première vague, il y a même dans des papiers qui sortent, où les sorties d'hospitalisation ont été faites de façon un peu plus précoce, et ça a bien marché. Je me posais une question assez finalement philosophique en vous écoutant. Vous ne pensez pas que les citoyens attendent peut-être de vous un peu plus d'autorité, d'avoir des règles extrêmement précises? Enfin, peut-être que si vous disiez, je ne travaille pas par consensus, j'impose, je suis autorité de santé, ça marcherait peut-être mieux. Derrière son masque, il y a un dictateur. Eh bien, écoutez, je ne pense pas. Je pense que ce qui est travaillé en consensus est beaucoup mieux adopté que ce qui est imposé. Surtout chez des professionnels de santé. On va demander à Renaud, qui va être l'interprète de... Alors, questions Twitter ou des questions qui nous sont apparues? Oui, j'en profite pour glisser une chose, un slogan qu'on ne dit jamais, mais abonnez-vous, ça aide à diffuser aussi nos débats. Donc plus il y aura d'abonnés à la chaîne Contrepoint, mieux ça sera. Et mettez un petit pouce bleu. C'est la phrase rituelle qu'on retrouve sur YouTube de plus en plus. Il y a deux questions qui ressortent. Une première, ça a été évoqué à l'instant, sur certification, efficacité des équipes. En mars-avril, il y a eu beaucoup de témoignages, de papiers en disant que ça a marché parce qu'on a dérogé à tout, entre guillemets. Je vais un peu loin, mais en gros, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la certification dans sa nouvelle mouture est compatible avec ce désir de simplification et d'horizontalité du fonctionnement des hôpitaux? Alors écoutez, à la suite, nous avions terminé, nous devions sortir la nouvelle certification au printemps. Et à la suite de la première vague, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse un retour d'expérience de ce qui s'est passé. On a fait un questionnaire, on a fait des groupes de travail, on a interrogé tous les professionnels du terrain. On a bougé quelques items de la certification, justement pour mettre en exergue certaines choses qui avaient très bien marché. Et la gestion de crise, enfin, une certaine souplesse, etc. Nous avons tenté de tirer la substantifique moelle de cette expérience et de l'introduire dans la nouvelle certification. Oui, il y a une deuxième question qui est plus sur le positionnement. On voit, et là c'est les réseaux sociaux qui vraiment le montrent de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de polémiques dans les médias et sur les réseaux sociaux. On sent que ça s'appuie sur une très mauvaise culture médicale et santé publique de la population. Et on voit que ce n'est pas juste un épiphénomène, que ça fragilise les bases du discours public et sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, les agences sanitaires n'ont pas intérêt ou une urgence à se mobiliser sur ce sujet, quitte à dépasser leur mission d'origine et de vraiment se lancer dans un combat stratégique de communication sur ces réseaux qui, mine de rien, sont invisibles souvent à la vue officielle, mais qui fait tout le terreau des anti-vax, des polémiques sur la validité scientifique de la parole publique. On sent, de plus en plus, on le voit en tant qu'observateur journaliste, il y a de plus en plus une urgence à réagir là-dessus. Quel est votre positionnement? Alors, notre service de communication et notre service presse le fait déjà. Il y a une veille sur les réseaux sociaux, etc. Mais sûrement pas assez. Mais je vais vous dire, ils sont exsangues.
parce qu'ils ne sont pas très nombreux. On a les moyens qu'on a, hein, c'est de l'argent public, la Haute Autorité de Santé. Donc on nous donne tous les ans des nouvelles missions à remplir et on n'a pas de poste supplémentaire. Donc on fait avec ce qu'on a et c'est clair qu'il faudrait du monde pour être encore plus réactif sur les réseaux sociaux, je suis d'accord. Mais c'est un vrai souci qu'on a bien en tête. Alors justement, vous avez de plus en plus de missions et vous avez une mission depuis janvier 2017 de prospective. Et vous avez sorti trois rapports. Le premier, c'était de nouveaux choix pour soigner mieux. Bon, c'est un peu général, ça reprenait un peu toute la problématique, c'était passionnant. C'était pas vraiment de la prospective. Un deuxième sur le numérique, ça c'est vraiment de la prospective. Et celui qui vient de sortir, c'est sexe, genre et santé. Passionnant et très clair. Mais vous n'aviez pas prévu du tout la pandémie. Ah non, on a choisi cette thématique et on l'a commencé bien avant la pandémie. Oui, mais vous avez justement, vous n'aviez pas du tout prévu qu'il pouvait y avoir une pandémie. Est-ce que dans cette mission de prospective qu'on vous a rajoutée, est-ce que vous n'avez pas un peu... Écoutez, nous ne sommes pas vraiment missionnés dans la gestion de crise et la surveillance épidémiologique. D'accord. Il y a des institutions pour ça, donc ce n'est pas nos missions. D'accord, donc voilà. C'est plutôt pour une thématique et de voir en prospective voilà, ce que ça nous, peut... c'est quand même le cœur de notre mission, c'est améliorer la qualité des soins et des accompagnements, et donc travailler sur toutes les composantes qui peuvent améliorer cette qualité. Qui c'est qui doit tenir, parce que ça nous a tellement marqué, ça nous marque tellement cette affaire de pandémie, qui c'est qui a la mission de regarder les risques émergents Je crois que c'est Santé publique France qui essentiellement a ce rôle d'épidémiologie en France. Et il y a une agence qui a été créée il y a 2 jours au sein de l'INSERM pour les pathologies infectieuses oui, alors simplement émergentes. Voilà, c'est une structure qui va réunir des structures qui existent, mais qui sont essentiellement des structures de recherche, hein, pour justement essayer d'aller plus loin, devancer, trouver des nouvelles méthodes. C'est une structure de l'INSERM, hein, donc dont la mission est essentiellement une mission de recherche. Il ne faudrait pas que vous saisissiez également de ça, peut-être avoir... Écoutez, chacun ses missions, on ne peut pas tout faire. Dernière question sur la sécurisation de l'innovation. Vous avez innové dans la sécurisation de l'innovation, des produits thérapeutiques en particulier. Pascal, la question. Et notamment des médicaments. Alors Voilà. la Haute Autorité de Santé, si nous avons bien compris, va accorder les autorisations d'accès précoce à la place maintenant de l'agence de la NSM. Avec la NSM. Avec la NSM. Enfin, il y a disparition... C'est un avis conditionnel, oui. Il y a disparition des ATU. Enfin, vous allez nous expliquer un petit peu tout cela. Les ATU, c'était extrêmement marqué, extrêmement important, notamment les pharmaciens. Y étaient très attachés, les médecins, les pharmaciens, dans les hôpitaux pour des pathologies lourdes, enfin, etc. Il y a une grande transformation. On en est où justement de cette Alors, les ATU ne sécurisation disparaissent pas du tout. Hein. Simplement, je crois que les pouvoirs publics ont voulu simplifier un peu le process et lui assurer une continuité entre le début de la vie d'un médicament et son passage dans le domaine public et jusqu'à son prix. Donc, il y a un continuum. Donc, c'est pour ça que la commission de transparence va rendre des avis sur l'ATU. Enfin, les mécanismes exacts sont en cours de discussion. Il y a une loi, il y aura des décrets et des arrêtés. Mais c'est essentiellement pour assurer un continuum pour l'industriel sur la vie de son produit. Et nous serons, par exemple, pour donner un exemple, responsables. Alors encore une fois, la NSM garde tout son rôle sur la balance bénéfice-risque du produit. Et il y aura par exemple, nous serons responsables des données que devra collecter l'industriel. Donc par exemple, théoriquement, quand la commission de transparence évaluera le produit en vue de son remboursement, il aura beaucoup plus les données dont il a besoin. Et comme vous savez que l'amélioration de service rendu est basée à la fois sur l'amélioration potentielle et sur la qualité de la preuve, eh bien, on espère que ça favorisera l'innovation et que ça simplifiera le process. Et votre action, votre commission économique, vous travaillez toujours sur ces sujets-là ? Alors, on travaille énormément. Vous avez vu que dans le nouveau collège, j'ai beaucoup tenu et nous avons été suivis. Valérie Paris. Voilà, nous avons été suivis par quelqu'un qui connaît extrêmement bien le sujet, hein, Valérie Paris, et qui travaille justement à faire un retour d'expérience sur ce qui se fait d'abord, et puis à améliorer le rôle
et à le rendre encore plus opérationnel au niveau médico-économique. C'est quoi les objectifs médico-économiques? Vous savez, en ce moment, on a des innovations incroyables et à une rapidité dingue. Et qui coûtent très cher pour Et qui certaines. coûtent très cher. Donc il faut on optimise encore nos évaluations médico-économiques, ne serait-ce que, et les impacts, tous les impacts de ces innovations, de façon à ce qu'on a derrière, le ministère et le CEPS puissent juger au mieux de l'avantage du produit et fixer son prix. Vous n'avez pas le sentiment que des grandes agences comme les vôtres, ou la vôtre en tout cas, devraient peut-être, pour prolonger un peu ce que disait Renaud tout à l'heure, plus s'engager dans la santé publique et dans l'éducation à la santé publique? C'est pas ça l'avenir? C'est presque la conclusion de notre entretien. Alors, on a déjà des missions de santé publique. Vous voyez bien la vaccination, les dépistages, font partie de nos missions. On a des très grosses missions de santé publique. Moi, j'estime que la qualité des soins, c'en est une aussi. Hein. Mais bon, mais nous n'avons pas l'exclusivité de la santé publique. Et je pense qu'en effet, il faut peut-être que collectivement, avec toutes les agences qui ont des missions de santé publique, on organise et on coordonne mieux et on renforce Est-ce qu'il y aura composante. à l'avenir, à votre avis, un redéploiement, une redisposition de toutes ces agences au lendemain de la crise? Le ministère va vous donner peut-être plus Je ou moins n'ai de pas pouvoir. d'opinion à ce jour. Vous savez, je ne dis que ce que je sais. Et honnêtement, là, je n'ai pas de visibilité. Je pense qu'on apprendra beaucoup de choses de cette crise. Sur la santé publique, parce que on arrive au terme, mais c'est évidemment très très important. On a fait un débat avec Franck Chauvin et Emmanuel Ruche, président du Haut Conseil de la santé publique et de la Société pour Emmanuel Ruche, président de la Société française de santé publique. Et il nous disait, l'espérance de vie en bonne santé, on stagne en France, alors qu'en Suède, en 10 ans, ils ont pris quelques années. On a un vrai déficit en prévention, on a un vrai déficit sur les inégalités de santé territoriales et sociales. Comment vous abordez-vous à l'HS ce problème? Le Ségur de la santé, il est très hospitalier. Le Ségur de la santé publique a été repoussé au 2e semestre. À chaque fois, on repousse parce que c'est compliqué, il y a toujours des urgences. Quel est votre point de vue de l'HS? La prévention, clairement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on renforce de façon majeure en France. Hein. Quel est le levier? Parce qu'on dit ça depuis un certain temps. Alors, ça peut être de leviers qui sont comme ceux des dépistages et des vaccinations, etc. Ça peut être aussi des missions... je pense que la santé publique, quand même, c'est vrai qu'elle a été un peu laissée pour compte. Il faut trouver des intérêts à agir. Voilà. Et donc, il va falloir que, collectivement, on réfléchisse. Moi, je crois que, par exemple, ce qui avait été dans la STSS anticipé sur les parcours, dans le quoi? et dans la transformation du système de santé, la stratégie nationale de santé, telle qu'elle avait été conçue, alors à l'époque c'était Agnès Buzyn, voilà. En 2017, oui. En 2017, on allait vers le parcours de santé d'un patient, et donc là avec toute la place à la prévention, et je pense que c'est la bonne façon de voir les choses. Et vous devez construire des indicateurs sur le parcours. Oui, on travaille dessus, je peux vous dire. Vous continuez à travailler dessus? On continue à travailler dessus. C'est pas simple, hein, parce que pour faire des indicateurs, il faut des données dans les bases, hein, et que sur la prévention, on n'a pas grand-chose. Ça a pris un peu de retard. Non, ça travaille beaucoup. On en a parlé encore en collège cette semaine. On est en train de défricher parce que les parcours, c'est un petit peu nouveau, les recommandations. Donc, on continue à faire des recommandations sur les parcours. C'est vrai que pendant avril-mai, là, on n'a pas sollicité les professionnels et les groupes de travail, mais là, on continue. Et puis, on défriche tout le problème des indicateurs de ces parcours. Et ça, eh bien, vous savez, c'est nouveau. Les autres ne le font pas non plus. Les autres pays ne le font pas. Donc, on défriche les problèmes pour arriver à avancer. Et c'est très instructif. On a fait celui de la BPCO, là. On a eu les premiers résultats sur la BPCO. C'est très riche d'enseignements. Voilà, on peut les avoir, là? Ils seront publics? Ils seront publics à la fin de l'analyse, en début d'année, je ne saurais pas vous dire exactement, parce qu'il y a encore des analyses complémentaires qui sont en cours de se faire. Mais bien sûr qu'on va publier tout ça. Cette crise nous aura donné, je crois qu'on va conclure, cette crise nous aura donné, à votre avis, du retard, ou peut-être au contraire nous aura fait avancer, à votre avis, en tant que... Je dirais les deux, mon colonel. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ont pris un petit peu de retard, mais je pense qu'on aura un retour d'expérience très important. De Pascal, est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après Covid?
Oui, je le crois. Oui. Ouais, je Et le alors, crois. justement, qu'est-ce qu'il a dit Pascal? La seule source de connaissance est l'expérience. Mon général, Albert Einstein. Merci madame d'avoir répondu à nos questions. Merci aux équipes, à Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, Lohan, la veille des acteurs de santé, DC Santé et Hortus. Merci. À votre conclusion. la médecine, mais je me fais poser cette question à Philippe Leduc, si vous le permettez, sous vos yeux, madame la présidente. La médecine vaut mieux que les sacrements, que tous les sacrements. Renan, Ernest Renan, merci de nous avoir suivis. Merci madame. Merci, Madame. bonne fête surtout. Bonne fête à tous.